de son côté, s'affairait sur ses pinces à linge avec une patience d'orfèvre, retirant les petits ressorts un à un rythme si régulier qu'on aurait dit qu'il décortiquait des têtes de crevettes, une tâche minutieuse dont il semblait avoir l'habitude. Une fois sa matière première récoltée, Henri entreprit de préparer son caisson de protection. Sa stratégie consistait à tapisser soigneusement l'intérieur du caisson métallique avec du blanc correcteur liquide. Cette astuce bien connue des forgerons permet d'éviter que l'acier au carbone chauffé à blanc n'adhère définitivement à l'acier doux du caisson lui-même lors de la phase de compression. Les juges, observant sa technique, débattaient de l'utilité de cette étape, certains estimant que vu la minceur du caisson, qui faisait à peine 2,5 cm d'épaisseur, il était préférable de laisser la chaleur de la forge brûler les impuretés et de meuler simplement les résidus par la suite. Henri ignora les doutes extérieurs et commença à remplir méthodiquement son caisson. C'était une première pour lui de forger une lame à partir d'acier de pogostique et de pince à linge. Il versa d'abord une fine couche de poudre d'acier au fond du récipient avant d'y intégrer délicatement les morceaux de ressort métalliques. Il tapotait régulièrement sur les parois pour s'assurer que la fine poudre comble parfaitement tous les espaces vides, car plus l'intérieur du caisson serait compact et exempt d'air, plus la soudure initiale par forgeage serait homogène et de grande qualité. Henri savait au fond de lui que 3 heures représentaient un délai terriblement court pour forger une lame digne de ce nom, mais il était résolu à donner le maximum de lui-même pour y parvenir. Matt, quant à lui, adopta une approche différente pour la préparation de son propre caisson, recherchant avant tout une barrière protectrice efficace et rapide entre le caisson et l'acier du matelas qu'il allait travailler. Il choisit d'utiliser du simple papier pour tapisser l'intérieur, ce qui lui évitait de perdre du temps à attendre que du blanc correcteur ne sèche. Les juges sourirent en voyant cette méthode, rappelant que lorsque l'on place un tel caisson dans le feu ardent de la forge, le papier se transforme inévitablement et instantanément en cendre. Le carbone du papier ne collait plus vraiment au métal, et il fallait croiser les doigts pour que la cendre reste bien en place et joue son rôle d'isolant, sans perturber la cohésion de la billette. Brandon, fort de son entraînement rigoureux avec de la ferraille de récupération, avait abordé le trampoline avec une confiance absolue. Contrairement à ses concurrents, il décida de ne pas enfermer ses morceaux d'acier dans un caisson scellé avec de la poudre. Son objectif était de forger directement les ressorts étirés pour former le dos de sa lame. Il visualisait précisément le résultat dans sa tête. Cette méthode devait apporter une grande légèreté à l'ensemble tout en conférant à la lame une flexibilité accrue. Cette souplesse structurelle permettrait au couteau de mieux absorber les chocs violents lors des futurs tests, évitant ainsi les risques redoutés de casse ou de fissures internes. 1 heure s'était déjà écoulée au chronomètre de la forge. L'ambiance montait d'un cran. Les juges rappelaient que lorsque les candidats échouaient lors des épreuves impliquant des caissons de soudure, la cause était presque toujours une mauvaise préparation initiale ou un temps de chauffe insuffisant. Au cœur du foyer, Henri surveillait son caisson comme le lait sur le feu, conscient que si le métal manquait cruellement de chaleur, la fusion intime des différents aciers ne se ferait pas correctement à l'intérieur. Dottie fut la première à se diriger vers la presse hydraulique. Son caisson semblait chauffer à la perfection, arborant une couleur jaune-orangé éclatante. Sous la pression contrôlée de la machine, sa soudure sembla tenir magnifiquement. Lancée dans son élan, elle manipula ses outils avec vigueur, criant de faire attention pour passer rapidement à la scie à onglet afin de vérifier la compacité de son bloc. En coupant l'extrémité, elle découvrit avec soulagement un acier solide, dense et parfaitement homogène. Pendant ce temps, Henri replaçait son propre caisson au feu pour une nouvelle chauffe. Soudain, un grondement sourd retentit et un feu d'artifice spectaculaire jaillit de son foyer. Une pluie d'étincelles impressionnantes illumina la forge. C'était le signe indubitable qu'un des composants à l'intérieur de son caisson était en train de brûler intensément sous l'effet d'un apport excessif d'oxygène ou d'une fuite. Les juges s'inquiétèrent de cette réaction thermique violente, mais Henri,
étrangement calme. Expliqua qu'il avait percé un minuscule trou d'évent pour éviter que la pression des gaz ne fasse exploser le caisson. Ce que tout le monde voyait. C'était simplement de la fine poudre d'acier en fusion qui s'échappait par l'orifice, offrant un spectacle visuel saisissant. Sans perdre une seconde, il courut vers la presse pour sceller sa soudure, se dirigeant ensuite vers la grosse machine bleue. Le caisson semblait avoir rempli son rôle malgré les étincelles. Et Henri se réjouit de voir que le bloc s'était consolidé. Sa billette étant encore bien chaude, il se dirigea vers le marteau-pilon pour commencer à l'étirer. C'est à ce moment précis que le cauchemar commença. Les soudures n'étaient pas parfaites aux extrémités du bloc. À chaque coup du marteau mécanique, de la poudre d'acier non fusionnée s'échappait des fissures. Henri blêmit, pris d'une profonde confusion. En tentant d'ouvrir le caisson protecteur, celui-ci se détacha sans trop de difficulté. Mais le constat fut terrible. Une quantité trop importante de poudre d'acier avait été perdue et de profondes lézardes s'étaient formées au cœur même du métal. Dépité, il s'exclama que ce n'était pas vrai. Les juges analysèrent la situation, notant que vu la quantité d'étincelles qui jaillissaient à chaque impact, il y avait manifestement eu une trop grande infiltration d'air dans le caisson. Une vague de panique subite submergea Henri. Il décida de meuler la surface pour vérifier la profondeur des fissures, sachant pertinemment que dans la majorité des cas, de tels défauts structurels obligeaient à tout recommencer depuis le début. Après quelques minutes de meulage intensif, le verdict tomba, implacable. Les fissures travessaient la billeta de part en particular. Il n'y avait absolument aucune chance d'en tirer une lame viable. Face à ce désastre et avec un compte à rebours impitoyable, Henri n'avait pas le temps de tergiverser ou de se lamenter sur son sort. Il devait agir immédiatement s'il voulait présenter quelque chose au jury. Les juges compatissaient à sa frustration immense. D'autant plus qu'Henri avait choisi le matériau le plus long et le plus fastidieux à préparer. Le voilà reparti pour 10 minutes d'un décortiquage frénétique de nouvelles pinces à linge pour récupérer des précieux ressorts. Il savait qu'un second échec scellerait définitivement son élimination de la compétition. Pendant qu'Henri luttait pour sa survie, Brandon progressait avec une assurance tranquille. Suffisamment confiant dans la solidité des soudures de sa propre billette forgée à partir du trampoline, il l'étirait vigoureusement à l'aide de la grosse machine bleue. Le choix de la forme de l'arme étant totalement libre. Il avait décidé de réaliser sa lame signature, un copie grecque traditionnel. Une arme redoutable caractérisée par une courbure vers l'avant. Conçue pour délivrer des coupes d'une puissance dévastatrice tout en conservant un manche ergonomique et un excellent équilibre qui limiterait les risques de casse lors des tests. Quant à Matt, il s'était lancé dans la fabrication d'un scramasax de style viking. Un grand couteau utilitaire et de combat doté d'un tranchant rectiligne et d'un dos brisé. Une arme réputée aussi performante pour les frappes lourdes que pour les découpes de précision. Doty se trouvait également à la presse. Mais les juges remarquèrent que sa billette de pogostic demeurait obstinément trop épaisse, mesurant encore au moins 1 centimètre d'épaisseur. La fatigue physique commençait à se lire sur son visage. Et elle semblait hésiter à utiliser les outils plus lourds. Bien qu'elle ait voulu éviter initialement la grosse machine bleue par crainte de ne pas maîtriser la puissance destructrice du marteau-pilon. Doty se fit la réflexion qu'elle n'avait plus rien à perdre vu l'avancement du chronomètre. Elle prit son courage à 2 mains, activa la machine et fut instantanément soufflée par l'efficacité de l'appareil. Impressionné par la vitesse à laquelle